convaincu qu'il faut que déjà nos dirigeants soient bien élus. Donc pour qu'ils soient bien élus, faut qu'ils respectent les textes qui se sont donnés avec leur nation. Et une fois qu'ils sont bien élus, de faire ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire prendre des décisions courageuses. Parce qu'au final, je pense que quand on est élu président de la République, on n'est pas élu pour contenter les institutions internationales et les indicateurs qui n'ont pas forcément grand sens pour nos administrés. On est élu pour leur donner de meilleures conditions de vie. Donc, pour moi, avant de mettre l'homme au cœur de la mondialisation, je pense qu'il faut mettre nos administrés au cœur de nos politiques publiques. Et à ce moment-là, si chacun balaie devant sa porte, c'est-à-dire si chaque dirigeant prend les décisions qu'il faut dans l'intérêt de son pays, évidemment en respectant les engagements communautaires auxquels son pays a souscrit, je pense que ce sera déjà un grand pas. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de s'inscrire dans cette logique de conflit, parce qu'au fond, tous les pays défendent d'abord leurs intérêts et on ne pourra pas blâmer un dirigeant ivoirien, ghanéen, nigérien, etc., de défendre les intérêts de son pays. On a vu, quand Emmanuel Macron était au Ghana, le président ghanéen a eu une prise de position courageuse. Je pense qu'elle ne s'est pas forcément traduite par une levée de bouclier, alors qu'il a quand même parlé au président d'un pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, etc. Donc je pense qu'il faut démystifier aussi ce rapport-là et puis se dire que les rapports entre nos nations sont en train de changer. Je pense que si nous-mêmes on montre aux pays occidentaux, aux Européens, aux Américains, qu'on est capable de se prendre en main, à un moment ils n'auront pas d'autre choix que de commencer à respecter nos décisions. Oui, ce que tu dis est valable parce je vais prendre l'exemple de Robert Mugabe qui nageait à contre-courant, qui mettait vraiment en avant les intérêts de son pays, qui avait vraiment un positionnement différent quand on regarde ses pairs africains. Est-ce que ce type de positionnement-là a plus de poids, plus de valeur quand ça s'inscrit dans un mouvement global? Quand on parle par exemple de panafricanisme, si les différents pays africains se réappropriaient ce concept de panafricanisme pour en faire une réalité, il y aurait beaucoup plus de poids pour plus ou moins pas imposer, pas être dans une forme d'affrontement, mais pour simplement dire que autant vous êtes européens, vous avez le droit de promouvoir les valeurs européennes, etc. Nous sommes africains, nous voulons aussi promouvoir les valeurs africaines, défendre les intérêts de l'Afrique, au lieu de le faire de manière disparate, pays par pays, pour aller dans ton sens, effectivement. Le deuxième volet de ma question, enfin, pas c'est pas une question, ma question maintenant, c'est de savoir, Paul-Alexandre, les GAFA, Google, Amazon, etc., qui ont une puissance financière qui dépasse largement celle de nos États. On voit même qu'aux États-Unis, qui est une grande démocratie, le rôle de Facebook, de Twitter devient important. Comment nous, en Afrique, on peut se départir de cette influence et comment alors peut-être en tirer profit quand on regarde leur poids économique, ils sont capables d'imposer à nos États certaines choses. Comment on s'en sort? Alors, déjà sur le panafricanisme, j'ai un avis assez partagé sur sur la question du panafricanisme. Le risque, en attendant un mouvement global, c'est que rien ne bouge. Parce que nous sommes tous africains, mais il y a d'abord des États africains qui ont des intérêts différents, qui ont des moyens différents et qui ont des perspectives différentes. Donc, je vais donner un exemple, est-ce que le Nigeria doit attendre que la Centrafrique se réveille pour avancer? Après sur le panafricanisme, ce n'est pas une question de... Je pense que sur certains points, par exemple, on parlait d'avoir un passeport commun, d'enlever les barrières douanières, qu'il y ait une libre circulation au niveau continental. Ça, c'est quelque chose on n'a pas besoin de... Sens. Et sur ces points-là, effectivement, on voit que nos États n'avancent pas parce que les intérêts particuliers, nationaux sont encore trop importants. On ne veut pas lâcher du lest sur les questions de souveraineté. Donc, effectivement, la notion de panafricanisme, on en parle depuis un certain nombre d'années, mais elle a du mal à se concrétiser parce que, comme tu disais, les États ont leurs propres agendas. Mais c'est notre rôle aussi à nous, à vous les intellectuels, de se dire que la génération qui suit doit concrétiser ce rêve des pères fondateurs. Parce que pour peser justement dans la gouvernance internationale, le Gabon ou la Côte d'Ivoire toute seule ne le peut pas. Même la CEDEAO peut à un certain niveau, mais il faut vraiment véritable mouvement d'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle sait bien qu'elle ne peut pas peser face aux États-Unis ou à la Chine si la France y va toute seule. Et je pense que c'est ce mouvement-là que nous devons, nous, aujourd'hui, en tant qu'État africain, épouser, même si on part de très très loin, je te le conseille. Après, pour moi, ça, c'est juste une question de leadership. Parce que je pense que mettre en place un passeport africain,
je pense qu'il y a beaucoup plus difficile comme projet à mettre en place. Et donc ça pose la question de la vision qu'ont nos dirigeants finalement. Donc est-ce qu'on a des dirigeants qui à un moment ont une vision pour leur nation, mais aussi une vision à l'échelle du continent? D'accord? Donc pour moi, c'est une problématique de leadership. Quelle est leur vision? Aujourd'hui, on est en 2020. En 2050, quelle vision, quelle est leur vision stratégique? Quelle est leur ambition pour le continent africain? Je pense que une fois qu'on a la vision, on sait que tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y a des caps qu'on doit franchir.